Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve ce matin pour votre matinale. Merci de nous rester fidèles. Ce matin, nous poursuivons notre découverte et c'est le témoignage de Koudougou Robert Kaboré sur les cérémonies coutumières, particulièrement celle du chef coutumier de Touquin célébrée au sein du parc urbain Bangerwego en juin dernier. Et puis pour la suite, la revue de presse Issa Oumar Atié nous retrouve pour décortiquer l'actualité. Ali Tapsoba, membre de la coalition pour le suivi des activités biotechnologiques au Burkina, est notre invité du jour et avec lui, il sera question de l'arrêt des activités du projet Target Malaria. Voici donc étalé le menu de ce mercredi matin, mais avant toute chose, nous vous disons merci de votre fidélité. Sans plus tarder, nous partons pour la première rubrique, la rubrique à la découverte. Vous le savez, l'aspect coutumier du site du parc urbain Bangerwego au cœur de notre rubrique cette semaine. Et pour ce mercredi, nous vous proposons le témoignage de Robert Kaboré. Il nous dit davantage sur ce site, bien évidemment. Moi, c'est Koudougou Robert Kaboré. Je suis de Sourouvila. Je dois honorer Sa Majesté le Moro Naba Bango. Nous avons été envoyés par le chef de Sourouvila parce que c'est sa zone, c'est son territoire traditionnel. Et le chef de Touquin, il l'a intronisé ici pour qu'il s'occupe de son ressort territorial. Et pour ces questions coutumières, eh bien, s'il n'est pas à mesure d'être présent, il envoie une délégation pour venir assister. Et en venant pour cette cérémonie, bien, nous avons pu amener le nécessaire de Sa Majesté Naba Kango de Sourouvila pour pouvoir procéder à la chose. Donc, arrivé, ce sont nos animaux qu'on a commencé à immoler. Ensuite, le chef de Touquin fait pour lui, donc les vieux de Touquin fait pour lui. Et maintenant, l'ensemble des populations puissent faire parce que ici, c'est quoi? C'est pour permettre à chacun d'être protégé, à chacun d'avoir la prospérité. Et le chef de Sourouvila a demandé la protection du pays, la protection de nos dirigeants actuels, pour que l'élan enclenché puisse être bénéfique à toute la population, sans exception, parce qu'eux ne plient pas dans son ressort territorial. Donc, il dit que tous ceux qui vont poser des actes sur son territoire de nature à compromettre notre union, notre unité, notre vivre ensemble et nos vies qui sont en danger, et les institutions d'une manière générale, que ce soit des institutions coutumières, des institutions religieuses, des institutions publiques, eh bien, que leur acte-là se retourne contre eux. Voilà le message qui est fait. Et avant de procéder à la cérémonie, nous avons fait une plantation d'arbres parce qu'il y a eu aussi un choix pour ça. Donc on a fait la cérémonie de plantation. Donc on a planté l'arbre du chef de Sourouvila, ensuite l'arbre du chef de Touquin et l'arbre des vieux de Touquin, ou encore de la population d'une manière générale. Depuis le Mouhoun jusqu'à Azam dans le Ganzourou. C'est le territoire de Sourouvila. Et cela aussi s'explique dans l'histoire parce que l'actuel Moro, donc leur ancêtre qui est Naba Swarba, est le petit frère de notre ancêtre qui est Nasbiré, qui sont tous des fils d'Oubli. Parce qu'après le décès d'Oubli, c'est Naskende qui a régné. Et après Naskende, c'est Nasbiré qui est notre arrière-grand-père, alors qui a régné, qui, pendant son règne, il est allé jusqu'à Tombouctou, au Mali, pour faire la bataille contre les Arabes qui sont venus pour envahir. Donc, et ça a pris du temps. Et ayant pris du temps, c'était dans les années 1300 et quelques. Donc, ayant pris du temps, ça fait que on a estimé que le fait qu'il ne revient pas,
c'est comme s'il est mort. Donc on a passé la chefferie, hein, voilà, à son petit frère qui est l'ancêtre du Moro Naba que nous saluons. Donc c'est pour dire, Sourougou et le Moro, c'est la même chose. Donc à son retour, pour pouvoir essayer de gérer la situation, on lui a demandé de choisir son territoire où il peut rien. Mais comme c'est son petit frère qui est déjà chef, ce n'est pas la peine de faire la bagarre inutile. Donc voilà pourquoi le terme Sourougou qui veut dire la soumission, il a accepté de se soumettre. Et pour délimiter son territoire, c'est le feu qu'on a mis. Et les Nyonyos et autres, ils ont essayé de voir qui est celui-là qui va éteindre ce feu-là. Donc ça fait que le feu a brûlé jusqu'au Mouhoun et ça a brûlé toute une grande partie de Ouagadougou jusqu'à Zam dans le Ganzourou. Et j'ai pris l'exemple de l'université de Ouagadougou, Thomas Sankara. Donc c'est le chef de Sourougou qui a indiqué à ce qu'on choisisse le terrain pour construire. Donc, et c'est un chef qui est très humble, qui n'aime pas trop se faire voir. Voilà pourquoi beaucoup ne comprennent pas, ou encore beaucoup peuvent être à Ouagadougou sans savoir qu'il y a des zones de Ouagadougou qui lui appartiennent. Donc voilà un peu de façon ramassée, et ce qui justifie notre présence ici. Nous sommes là sur nos territoires traditionnels. C'est le découpage du blanc qui est venu essayer de déranger les choses. Ils ont fait ça administrativement, sans tenir compte des réalités coutumières et culturelles. Mais peu importe, il n'y a pas des cérémonies de tel genre qui divisent. Ça unit. Tu vois, nous, on reçoit tout le monde. C'est la même chose que si nous partons dans d'autres zones, que ce soit à Bobo, que ce soit s'ils ont des pratiques comme ça, et on peut aller demander, nous allons aller demander. Donc l'Afrique noire n'est pas méchante, mais le blanc est venu travailler à ce qu'on soit divisé. Et nous allons dire merci également au président du Faso pour avoir instauré la journée des coutumes qui, en tout cas, reflète nos réalités, nos identités traditionnelles. Comme annoncé, Issa Oumahati est bien installé. Bonjour Issa. Bonjour Bintou et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, quel quotidien nous accueille ce matin Issa? Tout de suite et maintenant, on va commencer avec le journal Les Quotidiens qui affiche à sa une Ali Tapsoba à propos de la fin du projet Target Malaria au Burkina. Dans aucun pays d'Afrique, on a lâché des moustiques génétiquement modifiés dans l'environnement. 36e tour du Faso, nous devons tirer les leçons du passé pour améliorer cette édition. Ministre des Sports, coopération multilatérale, une mission onusienne au Burkina Faso. Consommation de viande, les précautions à prendre. Le journal Le Pays affiche à la une, secteur de la justice, les agents d'affaires crient à l'injustice. Mouloud 2025 se sera dans la nuit du 4 au 5 septembre. Fatigue chronique et stress alimentaire, les deux mots silencieux du travailleur. Construction du centre médical communal de Pau et de l'amphithéâtre de Manga. Sommet d'accélérer les travaux, les entreprises s'exécutent. Sanctions et autres actions visant des militants panafricanistes, la mise en garde de l'AES. Actu Sport, l'Audace Ball Club officialise le transfert Ismaïla Ouetraogo. Révélation, traite d'enfants et de jeunes à Ouaga, 90 cas recensés au premier semestre de 2025. Axe Tiankoura-Diebougou, 14 blessés dont 6 dans un état critique enregistrés dans un accident de la circulation. Le journal Sidouaya titre à sa une, séminaire gouvernemental, les enjeux de la transformation digitale à l'ordre du jour. On murmure, axe Gawa-Ouaga, un accident fait 14 blessés dont 6 graves. Les amendes et droits de fourrière revus à la hausse. Conseil des ministres des aires protégées du complexe WAP, le ministre Roger Barrot désigné président pour un mandat de 2 ans. Mercure, urgence sanitaire à Gaborone.
Construction du centre médical communal de Pau et de l'amphithéâtre de Manga. Sur injonction, les entreprises accélèrent les travaux. Chronique du gouvernement quand le peuple paie le prix de sa propre liberté. Coopération multilatérale, une délégation des Nations Unies au Burkina Faso. Le journal Aujourd'hui au Faso titre à sa une Ibrahima Maïga, Nathalie Yam, Kémy Séba, Franklin Yamsi. Les ministres de la Justice et l'AES soutiennent ces militants panafricanistes. 4 tués dans l'attaque des Difita en Côte d'Ivoire. Le syndrome de Kafolo est dans tous les esprits. Coopération, une mission onusienne en visite au Burkina Faso. Dissolution des partis politiques au Mali, de 9 grands juges au milieu du guet. Néo du jour, Mauloud nuit du 4 au 5 septembre, 90 enfants et jeunes victimes de traite au premier trimestre de 2025. Qui et qui passeront le tamis du Conseil constitutionnel en mi-septembre en Côte d'Ivoire, décès de Victor Bouda Koram. Séminaire gouvernemental, les enjeux de la transformation digitale à l'ordre du jour. Infrastructure à Pau et Manga, sur injonction, les entreprises accélèrent les travaux. Le journal L'Observateur Palga affiche à sa une grande muraille de Chine. Je suis maintenant un véritable homme. Attaque terroriste en Côte d'Ivoire, piqûre de rappel sur l'indispensable coopération sécuritaire. Jeu de la relève sportive, ce sont nos moyens qui sont limités. Déversement d'ordures dans le barrage de Tangem, chronique d'un sabotage ordinaire. Mouloud 2025, ça sera donc dans la nuit du 4 au 5 septembre. Coopération multilatérale, une mission onusienne dans nos murs. Séminaire gouvernemental, les enjeux de la transformation digitale à l'ordre du jour. Zone érogène, ces endroits méconnus qui mènent au 7e ciel. On termine avec l'Express du Faso qui affiche à sa une subvention de l'État à la presse privée vers un nouveau modèle de gestion. Dans la rubrique Autant le dire, les Burkinabés de plus en plus inciviques et indisciplinés dans la circulation. Tour du Faso 2025, le compte à rebours a démarré. Actu commentaire, les incongruités d'une opposition politique en Côte d'Ivoire, sécurisation du territoire, des Dozo, de la Léraba souhaitent resserrer les rangs. Construction de centre médical à Pau et amphithéâtre de Manga, sur injonction, les entreprises accélèrent les travaux. Promotion de la cohésion sociale et du vivre ensemble, rendez-vous à Loubuga dans les Tuy ce samedi. C'est tout, Bintou Kindo, pour les unes donc, des journaux du jour. Merci Issa pour la une des journaux et pour la suite. Les ministres en charge de la justice de l'Est montent en créneau et puis une attaque terroriste qui vise la Côte d'Ivoire. Ce sont nos deux sujets de ce matin. Alors nous revenons au premier sujet. Les ministres en charge de la justice de l'AES montent en créneau. Effectivement, les ministres donc chargés de la justice et des droits de l'homme des pays de l'AES qui sont le Burkina, le Mali et le Niger ont dans un communiqué conjoint donc dénoncé le harcèlement des activistes panafricanistes à l'image d'Ibrahima Maïga, de Nathalie Yama, de Kémy Séba et de Franklin et Yamsi. Et ils ont également dénoncé l'arrestation et la séquestration qu'ils qualifient d'injuste de Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso en République des Côtes d'Ivoire. En tout état de cause, le communiqué mentionne que ces militants sont dans leurs droits, même s'ils ne vivent pas dans les pays africains. Là, on parle de Franklin Yamsi qui vit en France, Kémy Séba, Ibrahima Maïga et autres qui vivent également aux États-Unis. Et le communiqué apporte, en plus de la dénonciation, apporte également son soutien à ces militants panafricanistes et appelle également les autres panafricanistes à resserrer les rangs et à soutenir et ne pas se laisser intimider par des menaces qui, en réalité, selon le communiqué, visent à déstabiliser la marche de souverainisme qu'empruntent donc les pays de l'AES.
Alors, est-ce que cette intimidation des activistes panafricanistes peuvent créer une division au lieu de renforcer la détermination des peuples? Justement, le communiqué explique que en fait les harcèlements, les actions de menaces envers ces panafricanistes ne viennent pas seulement ne viennent pas en majorité des pays africains. Là, on parle de la France qui a pris des mesures pour, par exemple, contraindre Nathalie Yam de voyager ou bien de transiter dans les pays donc, qui font en tout cas partie de l'Union européenne. Voilà, là, on voit clairement que les ministres, en tout cas, pointent du doigt les pays occidentaux, notamment la France et la Suisse, où Nathalie Yam vivait. Je ne sais pas si elle vit toujours là-bas, mais on constate qu'elle est beaucoup plus dans l'espace AES ces derniers temps. Et donc, on peut dire clairement que les menaces ne viennent pas seulement des Africains, ils viennent en grande partie donc, des pays occidentaux. Pour certaines personnes, les ministres en charge de la justice de l'AES ne doivent pas parler de liberté d'expression. Tu as tantôt parlé de liberté d'expression. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, en fait, on ne parle pas là d'une liberté d'expression, on parle de liberté de mouvement. Et même là, liberté d'expression, ces activistes-là sont dans leur droit d'apporter leur soutien à travers des vidéos, des publications sur les réseaux sociaux, d'apporter leur soutien à ces pays de l'AES qui ont décidé, en tout cas, de ne pas rester toujours colonisés et ne pas recevoir des ordres d'un pays occidental quelconque. Et c'est là, ils sont dans leur plein droit et je crois que les ministres de l'AES sont également dans leur droit de dénoncer cela. Alors, est-ce qu'à travers ceci, on pourrait voir dans peut-être quelques jours ou dans quelques mois le retour de ceux qui sont peut-être à l'extérieur, pourquoi pas, dans leur pays respectifs? Pas forcément. Il y en a qui sont toujours là-bas. Il y en a qui sont toujours là-bas. Et même, par exemple, Nathalie Yam, je crois qu'elle a une nationalité suisse. Et donc, je ne pense pas que ces menaces ou ces intimidations vont pousser ces activistes-là à revenir, par exemple, en Afrique, ou même s'ils reviennent, ça ne change rien. Ils continuent toujours leur combat. Pour Nathalie, je pense qu'elle est conseillère du président. Bon, selon les rumeurs, mais je ne pense pas que ça soit officiel. Mais elle est beaucoup plus au Niger, donc on imagine que cela doit être vrai. Alors, on poursuit avec notre deuxième sujet qui est une attaque terroriste qui vise la Côte d'Ivoire. Effectivement, une attaque a visé donc un village appelé Difita, qui se trouve, selon le communiqué de l'état-major de l'armée ivoirienne, se trouve à 2 km de la frontière burkinabé. Et l'attaque, selon le bilan publié, fait cas de 4 morts, un enlèvement et une femme brûlée vive. Donc, selon le communiqué, en tout cas de l'état-major de l'armée ivoirienne. Alors, pour certaines personnes, c'est une diversion. Diversion de la part de qui? Des autorités ivoiriennes. Bon, nous sommes en politique, à la fois dans un pays où on est à quelques mois, moins de 3 mois des élections, tout est possible. Mais bon, je pense que si c'est une diversion, c'est une diversion dangereuse parce que ça a coûté quand même la vie à 4 personnes, à pratiquement 5 personnes et brûler des cases. Bon, j'ai doute fois que ça soit une diversion, mais c'est une attaque terroriste en fait, c'est une zone frontalière avec le Burkina et on prend mieux et on sait depuis quelque temps, en tout cas, les mouvements qui se font là-bas des groupes armés terroristes. Donc je ne pense pas que ce soit une diversion. Est-ce que cette attaque terroriste vient nous rappeler que forcément le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire doivent coopérer forcément? C'est ce qui a toujours été demandé et je crois que, en fait, l'un dans l'autre, on est obligé de coopérer militairement parce que ça y va dans l'intérêt de chaque pays. Ce n'est pas seulement le Burkina. C'est la Côte d'Ivoire également est menacée. Et quand on voit avec l'attaque d'avant-hier, on sent nécessairement, en tout cas, une coopération militaire entre ces deux pays-là, en tout cas au grand bonheur des populations qui vivent dans les zones frontalières.
Alors, est-ce que cela ne va pas créer un petit problème entre les populations? Parce qu'on dit que c'est le Burkina qui vit plus cette histoire de terrorisme. Est-ce que ça ne va pas un peu impacter? Je ne pense pas, parce que, bon, tu vois, les zones frontalières, les gens là-bas ne font pas de différence entre Ivoiriens et Burkinabés. Les gens vivent et, bon, ils font les mouvements d'une frontière à l'autre. Donc, je pense qu'en fait, cette attaque, c'est beaucoup plus un signal fort pour rappeler aux gens la nécessité de coopérer, voilà, pour mettre en symbiose les actions, mettre en commun les initiatives militaires et pour mettre fin. Imagine que si, en fait, il y a une coopération entre les deux armées, je pense qu'on peut prendre facilement en sandwich ces terroristes qui rôdent autour des frontières. Je me rappelle, l'année dernière, on voyait dans un reportage que les terroristes viennent attaquer les villages à la frontière du Burkina et puis se replier sur la zone ivoirienne. Donc, j'imagine que s'il y a une coopération militaire entre ces deux pays-là, on peut facilement éradiquer ce phénomène-là. Alors, d'autant plus qu'on dit que ce n'est pas le mode habituel des terroristes. Personne ne connaît le mode habituel des terroristes. Ce sont des propos de soutien, voilà, du président Alassane Ouattara, mais je pense que les terroristes n'ont jamais un seul système d'opérer. Ils peuvent tuer, ils peuvent brûler. Mais au Burkina aussi, ça a commencé toujours comme ça. On vient, on brûle des cases, mais ça continue toujours. Ils brûlent des cases. En fait, en fonction de l'adversaire en face, le terroriste aussi s'adapte. Et c'est à nous également de s'adapter à chaque fois. Et c'est ça qui fait la particularité de l'armée burkinabé. En fait, elle s'adapte tout le temps aux stratégies que le terroriste crée pour, en fait, surprendre l'armée ou les populations. Donc, c'est purement, en fait, du terrorisme, il n'y a rien à dire. D'accord. Merci beaucoup Issa Oumar Até pour toutes ces analyses. Mesdames et messieurs, vous restez avec moi. On revient juste après la météo des affaires. Alors, ce matin, nous parlons de l'arrêt des activités du projet Target Malaria, un projet de recherche mené depuis 2012 et qui visait à réduire la propagation du paludisme grâce à des moustiques mal génétiquement modifiés ou moustiques OGM. On en parle avec Ali Tapsoba, membre de la coalition pour le suivi des activités biotechnologiques au Burkina, qui a dénoncé ce projet dès ses débuts. Bonjour à vous, Monsieur Tapsoba, et bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Merci pour l'invitation. Alors, Monsieur Tapsoba, pour débuter, parlez-nous de votre structure, la coalition pour le suivi des activités biotechnologiques au Burkina, en abrégé CEVAB. Il faut dire que la coalition de veille sur les activités biotechnologiques au Burkina est un regroupement d'intérêts citoyens qui œuvre par rapport à la protection de la biodiversité. L'objectif est d'atteindre une souveraineté sanitaire et une souveraineté alimentaire. À l'intérieur de cette coalition, vous avez des associations, des ONG, des chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes autour d'une quarantaine d'organisations et ça regroupe essentiellement des fêtières. Et vous verrez qu'à l'intérieur de chaque fêtière, il y a une dizaine ou une vingtaine d'associations. Il y a des fêtières qui ont 21 ans d'existence, des fêtières qui ont une décennie d'existence. Donc voilà comment on peut présenter la coalition de veille sur les activités biotechnologiques. Et la coalition a des conseillers, des sociologues, des généticiens et bien d'autres. Des généticiens, d'où la dénonciation du projet Target Malaria. Oui, le projet Target Malaria, nous avons commencé à dénoncer le projet, ce n'est pas aujourd'hui. Ça fait, depuis sa conception au départ, nous avions dit que nous n'étions pas d'accord qu'on implémente la technologie de moustiques génétiquement modifiés en disant qu'on va lutter contre le paludisme. Parce que nous sommes convaincus que le problème du palu n'est pas lié à un problème de régler ou de rejeter dans la nature des moustiques génétiquement modifiés. Nous sommes au courant que le palu est essentiellement un problème d'hygiène. Donc on a dit, mais pourquoi laisser des solutions simples pour aller chercher ce qui est compliqué? Surtout que nous sommes déjà au courant que les moustiques ont été génétiquement relâchés dans certains pays, notamment en Amérique latine, dans le cadre de la lutte contre la dengue. Mais on a vu que même ces pays ont arrêté l'expérience parce que malgré ces millions de moustiques relâchés dans la nature, la dengue persiste dans un pays comme le Brésil.
Alors, vous avez tantôt parlé du fait que l'objectif, ce n'était pas de combattre le paludisme. Mais qu'est-ce qui a vraiment nourri vos doutes? Alors, est-ce que c'est parce que le projet était associé au nom de Bill Gates? Déjà que le nom de Bill Gates est gênant, mais ce n'est pas surtout ça. Nous, on a des évidences scientifiques par rapport à des postulats. Il vous souviendra que le Burkina Faso a déjà fait des manipulations génétiques au niveau du coton. Nous avons connu l'expérience lamentable du coton BT, où lorsqu'il s'est agi d'injecter la technologie de Monsanto dans le cotonnier burkinabé, à l'époque, nous avions attiré l'attention sur le fait que ça pouvait perturber le cotonnier. Et l'histoire nous a donné raison parce que nous nous sommes retrouvés avec du coton où la fibre elle est courte. Nous nous sommes retrouvés avec des rendements qui n'étaient pas probants. Nous nous sommes retrouvés toujours malheureusement en train de traiter le coton avec des produits herbicides, pesticides que nous combattons. Et à la fin, vous avez vu que le coton burkinabé qui était prisé au niveau international n'avait plus d'acheteurs. C'était près de 40 milliards de pertes. Alors, à partir de ce postulat, si des manipulations génétiques ont échoué dans le règne végétal, nous nous sommes dit, mais si on fait à peu près les mêmes manipulations dans le règne animal, ça va être pire. Parce que quand il y a catastrophe au niveau végétal, on peut simplement ressortir les semences au niveau local et immédiatement récupérer la situation. Mais quand c'est le règne animal qui a la capacité et l'intelligence de continuer à se reproduire seul dans la nature, c'est extrêmement compliqué de recapturer des moustiques une fois qu'ils sont relâchés dans l'environnement. Et comme je vous l'avais dit, au Brésil, ils ont essayé. Il y a Oxitec qui a lâché des millions de moustiques génétiquement modifiés au Brésil pour combattre la dengue. Ils ont arrêté parce que la dengue continue de sévir au niveau du Brésil. Et quand vous regardez le projet Target Malaria, le projet a 3 phases. La première phase qui a consisté à relâcher dans la nature en 2019 les moustiques mâles stériles, ils disent que ça n'a aucun impact de lutte contre le paludisme. Et la deuxième phase qui vient de connaître le 11 août, le lâcher de moustiques mâles biaisés, ils disent encore que ça n'a aucun impact de lutte contre le paludisme. On doit attendre la troisième phase qui est la dernière, qui concerne le forçage génétique, qu'on appelle gene drive en anglais. Une technologie très puissante, irréversible une fois qu'on lâche les moustiques, qui n'a jamais été implémentée nulle part dans le monde. Alors, nous nous sommes dit, si il faut attendre de connaître une technologie très puissante qui contourne totalement les lois de l'hérédité de Mendel, en ce moment, nous avons raison de nous inquiéter. Parce que nulle part dans le monde, on a connu des moustiques génétiquement forcés relâchés dans la nature. Ça n'existe pas. Et ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que à chaque étape, on importe les souches. C'est-à-dire que les œufs sont importés de l'Imperial College de Londres et d'Italie. Le Burkina reçoit des souches pour faire maintenant des backcross, c'est-à-dire des recroisements avec les sources de moustiques au niveau local. Ça veut dire que cette technologie-là n'est pas sûre. Et ce que les gens ne savent pas, l'un des pères fondateurs de cette technologie, qui est tout simplement Andrea Crisanti, lui-même a dit de faire très attention, parce que la technologie n'est pas encore au point pour être relâchée dans l'environnement. Alors, on ne comprend pas pourquoi, au niveau du Burkina, les gens persistaient à le faire. Et quand vous regardez la façon dont ils travaillent, la technique consiste à peu près de façon simple à faire en sorte qu'à la fin, on ait exclusivement des moustiques mâles dans la nature. C'est-à-dire, ils vont travailler sur la partie sexuelle des moustiques. Ils vont utiliser, il y a des ciseaux génétiques au labo qui vont travailler à supprimer la partie du chromosome X, de sorte qu'à la fin, les moustiques qui vont être de toute la descendance soient stériles. Exemple, quand ils ont dit qu'ils ont relâché en 2019 des moustiques mâles stériles dans la nature, ils savent qu'il ne peut pas, il n'y a pas la possibilité d'avoir 100% de moustiques mâles qu'on relâche. Il y a des probabilités qu'ils soient des femelles génétiquement modifiées qui sont relâchées. Et quand ils ont relâché le 11 août, la deuxième phase
de moustiques mâles biaisés dans la nature. Ils disent qu'avec les moustiques mâles biaisés, quand ces moustiques mâles biaisés vont croiser des femelles au niveau local, toute la descendance va être exclusivement des mâles. Sauf que dans ce lâcher, il y a forcément des femelles. Ils le savent. Et ces femelles, avec un code génétique modifié, sont capables de transmettre le palu. Parce qu'en fait, c'est l'anophèle femelle qui pique. Ça peut créer de la résistance. Il peut y avoir des mutations. Et ça, il y a des publications qui nous prouvent ça. Donc, autant de raisons qui fait que on n'avait pas aucune publication scientifique qui puisse réellement nous convaincre que ce projet-là ambitionne de lutter contre le paludisme. Alors, vous avez tantôt relevé le désastre avec le coton. Vous n'êtes pas dit qu'avec certainement la 3e phase de Target Malaria, on aurait certainement une solution, d'autant plus qu'ils ont eu le soutien de l'Agence nationale de la biosécurité. Et on se dit également, s'ils ont eu cette autorisation, il y a certainement eu, comment on appelle ça, une étude sur l'environnement. Alors, vous savez, madame, il n'y a absolument rien du point de vue scientifique qui puisse convaincre que Target Malaria réellement avait pour objectif final de lutter contre le paludisme. Pourquoi vous dites cela? Vous savez, nous avons eu des échanges avec beaucoup de chercheurs, ils le savent. Quand on a des solutions endogènes, des solutions simples, ce n'est pas la peine d'aller chercher des solutions complexes. Et on venait de vous dire, en Afrique, dans aucun pays, on a utilisé des moustiques génétiquement modifiés pour lutter contre le palu. Pourtant, j'ai vu qu'à Djibouti, ils ont fait avec le programme dénommé Moustiques Alliés l'an dernier. Ils sont sur un programme à peu près similaire. Mais on vous dit que dans aucun pays de l'Afrique, on n'a jamais relâché de moustiques génétiquement modifiés dans la nature. Et vous allez voir les publications de l'OMS, tous les pays qui sont déclarés sans palu ont tout simplement mis au point des politiques d'hygiène, des politiques d'assainissement du territoire, et associé à une implication des communautés par rapport à une prise en charge médicale. Mais pas avec des moustiques génétiquement modifiés. Ça n'existe pas en Afrique et nulle part dans le monde. Et on vous le disait que la dernière phase qui consistait à relâcher des moustiques génétiques avec impulsion génétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle des moustiques forcés génétiquement, dans le monde, personne n'a jamais relâché ce type de monstres dans la nature. Donc le Burkina Faso était comme un pays cobaye. Comme un pays cobaye. Ce que nous savons, toute expérience, il faut qu'on reste au laboratoire, avoir des résultats probants avant de sortir dans l'environnement. Mais cette fois-ci, Target Malaria est en train de faire des tests au laboratoire. Et on vous dit aussi que le forçage génétique est une technologie irréversible. Irréversible. Ce qui veut dire que lorsque nous allons nous retrouver dans une situation de catastrophe scientifique et sanitaire et même écologique, ça n'allait pas être du tout simple. Et le Burkina et même les pays limitrophes au Burkina Faso. Alors, vous avez tantôt parlé des chercheurs burkinabés. Est-ce que vous pensez que ces chercheurs-là vont accepter un projet nocif pour la population? Nous ne sommes pas en train de douter ni de la compétence ni de la bonne foi des chercheurs. Absolument pas. Sauf que une chose est sûre, et ils le savent, ils ont un protocole de recherche qui est très controversé sur le plan international, sur le plan régional et sur le plan national. Ils sont en train de travailler avec un outil ultra dangereux qui peut véritablement créer des problèmes tant de vue des systèmes, des écosystèmes et même sur le plan sanitaire. Nous avions dit à l'époque à ces chercheurs qu'au Burkina Faso, ils ont déjà des collègues qui sont en train de travailler sur des plans et même qui ont trouvé des résultats par rapport à la lutte contre le palu. C'est mieux de renforcer. Vous voyez, madame, il y a Nanoro qui travaille sur un vaccin. Nous avons encouragé ça. Le professeur Tinto, avec son équipe, ont fait un travail formidable et on a un vaccin de palu en expérimentation. Est-ce que vous nous avez vu dire quelque chose contre ce vaccin? Non. Donc, si nous avons dit au Target Malaria d'arrêter simplement ce projet, c'est parce que nous avons la conviction des évidences scientifiques que ce projet réellement n'a pas pour finalité de lutter contre le paludisme.
Mais nous Excusez, vous parlez de Bill Gates. Oui, c'est vrai, son nom, ça sonne mal parce qu'il est généralement intéressé par des projets de réduction de la démographie africaine. Mais ce n'est pas parce que c'est ce nom-là seulement que nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Il y a des évidences scientifiques qui montrent la dangerosité de ce projet. Il y a une institution de l'armée américaine, la DARPA, qui s'intéresse à la technologie du forçage génétique. Nous nous sommes demandé, alors, si une institution de l'armée américaine suit de près, encourage et finance une partie de cette recherche sur le forçage génétique, alors nous sommes en droit de nous demander, est-ce qu'aujourd'hui, avec de plus en plus la question du bioterrorisme qui se parle, la question du paludisme n'est rien d'autre qu'un prétexte pour pouvoir essayer à ciel ouvert cette technologie-là pour que d'autres puissances puissent l'exploiter un jour. Ça, ce sont des questionnements. Et ces genres de questionnements, naturellement, ça met beaucoup en doute le projet Target Malaria. Pour ce que vous dites, pourquoi alors des chercheurs burkinabés travailleraient dans ce sens-là? Bon, ils seront mieux placés pour répondre à cette question. Mais il faut savoir que, malheureusement, les années avant, la recherche est très mal financée par les ressources endogènes. Quand vous regardez le budget de l'État alloué à la recherche, c'est très faible. Ça fait que nous avons de très bons chercheurs, mais ils n'ont pas véritablement les moyens pour implémenter leurs recherches. En ce moment, parfois, ils font des projets pour rechercher des financements. Et les personnes dites philanthropes qui ont de l'argent, ils viennent avec des financements. Et c'est là, parfois, vous allez voir des chercheurs qui travaillent sur des outils comme Target Malaria, qui n'est pas bon, ils le savent. Mais il y a des fonds, il y a des milliards autour de ce projet. Ah là, c'est dangereux. Ultra dangereux, madame. Alors, votre structure, la CEVAB, est sans doute satisfaite de la décision du gouvernement de mettre fin à toutes les activités du projet Target Malaria au Burkina Faso. On a pu le voir dans votre déclaration que vous avez faite. Alors, il faut dire que c'est avec un grand soulagement, une surprise agréable lorsque nous avons vu le communiqué du gouvernement qui met fin à toutes les activités de Target Malaria. Nous profitons d'ailleurs de votre micro pour remercier grandement le gouvernement. C'est la preuve qu'avec ce gouvernement, la vision du président Ibrahim Traoré, nous sommes véritablement dans la lancée pour une souveraineté sanitaire. C'est la preuve qu'on a un gouvernement à l'écoute des citoyens, un gouvernement qui fait de la science une inclusion par rapport à un dialogue social. C'est une décision historique parce que vous verrez que dans le monde entier, beaucoup de personnes, même des chercheurs éminents, sont satisfaits du fait que le Burkina ait pris cette décision de mettre fin au projet Target Malaria. Parce que ça inquiétait plus d'une personne. Puisque, vous savez, aujourd'hui, on peut utiliser les insectes pour disséminer des maladies dans une population. Les généticiens, les entomologistes le savent. Voilà pourquoi, sur le plan international, le Burkina Faso était sur Zoom. Parce que chacun attendait de voir si on arrivait à la troisième phase, qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on peut exploiter la technologie, par exemple, pour exterminer un certain nombre d'espèces au niveau de la planète. On peut utiliser la même technologie par rapport à la question du bioterrorisme. Donc, c'est une décision très, très salutaire. Alors, le gouvernement a cédé face à vos campagnes de dénonciation ou a vraiment fait une contre-expertise? C'est la question qu'on se pose. Il serait prétentieux pour nous que le gouvernement a cédé à notre campagne ou à nos plaidoyers. Nous sommes convaincus que le gouvernement a pris cette décision après l'avis d'experts burkinabés, après l'avis de généticiens, d'entomologistes, de sociologues burkinabés. Ce n'est certainement pas nos seules petites voix qui ont prévalu à cette décision. Vous savez, derrière nos plaidoyers, les communautés coutumières, religieuses, n'étaient pas d'accord avec ce projet. Parce que nous sommes allés échanger avec eux. Nous avons des mémorandums où nous avons l'encouragement de ces communautés. En temps opportun,
nous allons citer toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus moralement parce qu'ils étaient contre ce projet. Et parmi ces notabilités coutumières et religieuses, il y a des généticiens, il y a des personnes averties de la science. Même au niveau du Burkina Faso, nous avons des anciens chercheurs, des professeurs émérites de génétique qui nous ont dit ce projet-là, il n'est pas bon. En temps opportun, nous allons citer des noms et vous allez comprendre pourquoi dès le départ, nous n'étions pas d'accord avec ce projet. Alors, il y a plein de personnes pour qui ce projet n'était pas bon. Mais pourquoi ce projet a été autorisé au Burkina Faso? Alors, sachez que c'est depuis 2012 Si. que ce projet a commencé à s'introduire au Burkina et ça a connu une vitesse de croisière à partir de 2015. D'ailleurs, c'est après l'insurrection que nous avons connue à cette époque que le projet a commencé objectivement à donner l'information de ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, pourquoi le projet a pu continuer? Peut-être ils sont mieux placés pour répondre, mais ce que nous constatons, c'est qu'il y avait un contexte politique d'alors qui a permis au projet d'évoluer. Vous parlez de l'Agence nationale de biosécurité qui donne les autorisations. Alors, ça dépend de quel dossier Target Malaria a fourni à l'Agence nationale de biosécurité. Si ils ont fourni un dossier qui laisse croire que les risques sont hautement minimisés, on peut comprendre qu'ils aient eu à une certaine époque des autorisations. Et Dieu merci, aujourd'hui, il y a d'autres évidences qui montrent que ce projet ne peut pas du tout être probant. Et on pense que c'est au nom de ça, comme on le disait, après consultation des experts à la matière, que le gouvernement a pu prendre ses responsabilités de mettre fin à ce projet. Et également d'autres personnes qui disaient que c'est ce projet en fait, qui est venu avec la dengue. Qu'en pensez-vous? Non, nous avons toujours dit qu'on ne pouvait pas accuser l'épidémie de dengue là, du moins attribuer ça au projet Target Malaria. Parce que d'abord, ce n'est pas les mêmes moustiques. Les moustiques qui donnent la dengue ne sont pas les mêmes moustiques qui donnent le palu. Seulement, ce qu'on peut dire est que vous savez, la nature a horreur du vide. C'est que nous on appelle le vide écologique. Si dans les manipulations des relâchés de moustiques génétiquement modifiés dans la nature, il se trouve qu'on arrive à créer dans un biotope bien donné une réduction drastique des moustiques qui donnent le palu, il va de soi que d'autres espèces de moustiques occupent ce même vide. Et si c'est le moustique de la dengue qui a saisi l'opportunité de ce vide pour occuper, alors cette zone, ça pourrait s'expliquer qu'on ait connu l'épidémie de dengue avec épicentre, la région de Bobo. Nous n'avons pas d'évidence scientifique parce que nous n'avons pas d'études, mais c'est des choses qu'on peut présupposer. Mais nous avons toujours dit, l'épidémie de dengue que nous avons eue au Burkina Faso ne pourrait être forcément liée au projet Target Malaria. Ce n'est pas les mêmes moustiques. N'empêche que le vide écologique peut permettre que ce vide soit occupé par d'autres espèces de moustiques, dont la dengue. J'aimerais qu'on revienne un peu sur le cas de Djibouti, qui a également eu un programme de moustiques alliés. Est-ce qu'il y a une différence entre les moustiques lâchés au niveau de Djibouti et ceux du Burkina Faso? Alors, il faut dire que ce n'est pas forcément les mêmes espèces. Parce que chaque pays travaille avec des souches. Même au niveau du Burkina, nous ne travaillons pas avec les mêmes souches. La première phase, c'était une autre souche. La deuxième phase, c'était une autre souche. Et si le projet arrivait à la troisième phase, on allait importer une autre souche. Donc, chaque pays travaille avec une souche déterminée en fonction de la souche dominante qui donne le palu. Ça permet même de réduire le cas du Burkina. Quand vous regardez, il y a plusieurs types de moustiques qui donnent le paludisme. Donc, quand vous ciblez, par exemple, une espèce déterminée, même si vous arrivez à exterminer l'espèce, il y a encore les autres qui peuvent transmettre, parce que les moustiques ne sont que des vecteurs. Donc, pour vous dire encore que ce projet-là, réellement, la finalité n'était pas pour lutter contre le palu. D'ailleurs, vous parlez du cas du Djibouti. C'est vraiment à l'échelle labo. Ils ne sont pas à une vitesse comme le Burkina. Et l'expérience du Djibouti n'a pas réussi. Absolument pas. Vous pouvez le vérifier. Il y a des publications dessus.
Si, si, je l'ai bien vérifié. Alors, vous êtes également contre l'élimination de l'espèce, les moustiques. Parce que vous dites qu'ils sont, s'ils sont là, c'est parce qu'il y a une raison bien donnée. Alors, il faut dire que les moustiques sont nuisibles. Nous sommes tous d'accord. Mais comme on le répète, les moustiques ne sont que des vecteurs du paludisme. L'intelligence collective consiste à les confiner dans un biotope bien déterminé. Et c'est là nous avons dit que cela passe essentiellement par les bonnes politiques d'hygiène et d'assainissement. Parce que le moustique nous pique, parce qu'ils ont besoin des protéines qui se trouvent dans notre sang afin de pouvoir simplement produire les œufs. Et ce sont les femelles qui font ça. Ce qui veut dire que le moustique ne sait même pas qu'il transmet des maladies. Vous comprenez comment ça se passe? Alors, pour nous, les moustiques ont un rôle dans les écosystèmes. Ils sont capables de polliniser. Ils jouent un rôle dans la chaîne alimentaire. On peut travailler à réduire une espèce de moustique. Il y en a parce qu'il y en a bien d'autres qui peuvent continuer à jouer ce rôle-là. Mais nous disons qu'on n'avait pas besoin d'injecter autant de milliards juste parce qu'on a l'objectif de vouloir exterminer une espèce donnée, alors qu'il y a des solutions basiques, endogènes et simples à côté. Parce qu'il y a aussi un problème d'éthique dans le projet Target Malaria. Alors, vous avez préconisé des solutions respectueuses de la santé publique et de l'environnement. Vous parlez de quelles solutions exactement? Parmi les solutions, il faut dire que le ministère de la Santé a déjà un bon programme de lutte contre le palu. Vous avez vu des distributions de moustiquaires, vous avez vu des pulvérisations intradomiciliaires, il y en a bien d'autres. Et nous insistons sur l'implémentation d'une bonne politique d'hygiène et d'assainissement. Nous avions dit à l'époque que si on avait pris les milliards de Target Malaria, on remettait tout simplement aux communes. Aujourd'hui, ce sont des délégations spéciales. Ils allaient recruter les jeunes, créer des emplois verts, de sorte que dans chaque village, dans chaque quartier, dans chaque ville, on allait faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau stagnante. On allait faire en sorte que les ordures sont collectées et traitées. On allait faire en sorte que les questions de l'assainissement soient vraiment au rendez-vous. Au bout de 2 décennies, on allait déclarer le Burkina Faso non palu. Et ensuite, à ces solutions, il y a l'utilisation des plantes médicinales. Vous avez vu que dans la vision du gouvernement, on parle de valorisation des plantes médicinales. Parce qu'on sait, les principes actifs contre le paludisme se trouvent dans les plantes médicinales. La plupart des médicaments que les firmes pharmaceutiques nous renvoient ici, c'est fait à base de plantes. Et vous avez par exemple une plante comme l'artémisia, que tout le monde peut avoir en famille. Gracieusement, bien utilisée, peut combattre le paludisme. Et on a plein de chercheurs burkinabés qui ont des résultats de recherche. Il faut juste les soutenir financièrement pour la mise en échelle. Donc, il y a tellement de solutions dans un pays comme le Burkina Faso pour lutter contre le palu de façon moins onéreuse, de façon écologique, même en créant des emplois verts. En créant des emplois verts, c'est-à-dire? Quand vous savez l'assainissement, que je vous parlais de l'organisation, l'aménagement du territoire en recrutant des jeunes qui vont être des brigades. En passant, nous avons félicité aujourd'hui la brigade qui veille sur les assainissements dans les quartiers. Parce que c'est à ce prix-là qu'on va combattre le palu. Et imaginez que les milliards de Target Malaria avaient servi aux délégations spéciales pour recruter les jeunes qui vont faire des brigades d'assainissement dans chaque zone. C'est-à-dire que chaque jour, ils allaient détecter les lieux insalubres. Ils allaient détecter les niches de moustiques. Ils allaient les nettoyer. Vous voyez les caniveaux qui sont en train de nettoyer aujourd'hui. Voici des politiques qu'on pouvait employer les jeunes en utilisant ces milliards-là pour qu'ils puissent continuer à curer les caniveaux, à collecter les ordures et à les traiter comme on le dit là. Est-ce que ce n'est pas parce que ces solutions ne sont pas suffisantes ou efficaces que le progrès Target Malaria est venu en renfort, si je peux le dire ainsi? Absolument pas, madame. La preuve, l'OMS déclare un pays comme l'Algérie non palu. L'Algérie est passée par ces solutions. Hygiène,
assainissement, bonne politique au niveau du ministère de la Santé, prise en charge intégrale des patients ayant le palu. Le Cap-Vert est déclaré pays non paludéen. Ce sont ces solutions. Et il y a des choses qu'il faut rappeler. Les pays de l'Europe ont connu le palu. Le palu a tué beaucoup d'Européens. Mais aujourd'hui, on n'en parle plus. Comment ils ont fait? C'est les politiques d'aménagement, d'hygiène, d'assainissement et prise en charge intégrale des personnes qui avaient le palu. Vous savez, les solutions qu'on vient de nous proposer à travers les films, il faut s'en méfier. Il vous souviendra, les gens, dans le temps, je ne fais pas une fausse publicité. On nous a fait croire qu'en utilisant des produits insecticides comme Caltox, Yotox, Filtox, il n'y aura plus de moustiques. Mais pendant des décennies, nous avons payé, on a enrichi les firmes en payant ces poisons-là, qui d'ailleurs créaient même des problèmes à l'écologie. Mais on n'a pas réussi à éradiquer le moustique. Bien au contraire, ça crée des résistances. Donc pour vous faire savoir que ce que Target Malaria voulait implémenter, ça n'allait pas du tout être des solutions au palu. On était en train d'aller vers une catastrophe sanitaire et écologique. Alors, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quelle sera la suite des activités de votre coalition? Alors, il faut dire que la coalition de veille sur les activités biotechnologiques va poursuivre dans son rôle de plaidoyer, dans son rôle de collecte, d'analyse, de traitement de toutes les informations qui concernent les nouvelles technologies afin d'informer le public. Nous allons poursuivre l'approche avec les autorités pour aussi demander à ce qu'on poursuive l'élargissement du dialogue social. Nous allons aussi continuer la veille citoyenne sur d'autres volontés de mise en champ ouvert de certaines applications de la biotechnologie. Je parle notamment du niébé bété. Le niébé, c'est une légumineuse. Le benga, comme on le dit dans ma langue, il y a des velléités de mise à bord champ du niébé génétiquement modifié qui, jusqu'à présent, est en milieu confiné. Nous allons plaider pour qu'on ne permette pas, qu'on n'autorise pas à ce qu'on amène le benga OGM, comme on peut le dire, entre griffes, en champ ouvert. Parce que là aussi, nous... Benga OGM pour la consommation. Pour la consommation. Et parce qu'ils ont prétexté le fait qu'il y a des difficultés de conservation du haricot. Et là, ils ont exploité une toxine qui se trouve dans l'environnement, c'est le BT, pour tout simplement incrustrer de façon simple. C'est comme si on injectait un poison à l'intérieur du haricot, de sorte que le ravageur qui depuis le champ arrive à déposer ses œufs n'arrive pas à le faire, parce que c'est après ça que le benga a les difficultés pour conserver. Sauf que ils sont en train de travailler sur un ravageur qu'on appelle le Matuka Vitata, mais malheureusement dans l'environnement il y a d'autres types de ravageurs. Au Burkina, on a au minimum 5 ravageurs, ce qui veut dire que ça ne sert à rien de s'investir pour exterminer tel ravageur, parce qu'il y a les autres qui vont poursuivre le dégât par rapport à la conservation. En outre, cette toxine-là qu'on incrustre dans le haricot, nous sommes en train de nous demander à petite échelle, peut-être que ça n'a pas de nuisance, mais le benga, nous en consommons beaucoup. Est-ce que ça ne peut pas créer des problèmes d'intoxication plus tard? Et aussi, il faut ajouter, ça va créer une pollution génétique, parce qu'un pays comme le Burkina a plusieurs variétés de haricots en fonction des zones culturelles climatiques. Justement. Si on travaille sur essentiellement 2 variétés qu'on implémente dans l'environnement, ça va polluer les autres espèces génétiques. Et ça peut même jouer sur la qualité nutritive de cet haricot. Et plus grave, vous et moi, on ne pourra pas distinguer sur le marché local qu'est-ce qui est niébé ou benga OGM et qu'est-ce qui est niébé ou benga paysan. Alors quand même, il y a le protocole de Cartagena qui exige le principe de l'étiquetage, chose qui n'est pas possible chez nous. Donc le consommateur n'aura pas le droit de choisir. Et c'est une filière qui rapporte des milliards. Si on permet un jour que le Burkina se retrouve avec du niébé bété,
c'est sûr qu'au niveau de l'exportation, nos commerçants ne pourront plus vendre. Personne ne veut manger du niébé génétiquement modifié. Les gens adorent la légumineuse du Burkina Faso parce que jusque-là, ce sont des produits paysans, ce sont des produits sains. Et pour le moment, ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Et on a des chercheurs burkinabés qui ont déjà travaillé sur des variétés que nous soutenons. Donc, nous disons qu'il ne faut pas encore permettre qu'on mette en milieu champ ouvert le niébé génétiquement modifié. Parce qu'on peut se retrouver dans la même catastrophe qu'on a connue avec le coton bété dans le temps. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs? Le premier message, c'est encore réitérer nos grands remerciements au gouvernement du Burkina Faso qui a mis fin au projet Target Malaria. Et l'appel, c'est de dire que le débat citoyen, il faut que les gens puissent réellement participer à ce dialogue social. Ne regardons pas la science comme de la sorcellerie. Non, il faut aller vers les personnes savantes, il faut s'informer. Et l'appel, c'est de dire de plus en plus, il faut que les gens fassent sienne ce que le docteur Bernard Leda Ouedraogo, paix à son âme, a dit. Il faut savoir produire sans abîmer. Produire sans abîmer, c'est toute une philosophie. Et le professeur Kizerbo a passé son temps à dire il faut travailler à un développement endogène. Et le président Sankara a insisté, produisons ce que nous consommons, consommons ce que nous produisons. Merci. Merci à M. Tapsoba. Je rappelle qu'il est membre de la coalition pour le suivi des activités biotechnologiques au Burkina Faso. Merci d'être passé sur ce plateau. On vous raccompagne avec ce... Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de la matinale sur Savane TV. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Dieu voulant, je vous souhaite une excellente journée.